vouliez... Sans parler de SF, quand j'étais gamin, l'électricien du village, mis les doigts et il ne fallait pas, a perdu un bras. Il a eu la chance de ne pas en perdre plus. Et il a toujours refusé de porter la prothèse qu'on lui a fournie. Parce qu'en fait, ça faisait partie de son histoire et sa maladresse, il voulait l'avoir sur lui tout le temps. Déjà, les prothèses dans les années 70, c'était forcément pas très confortable. Mais en plus, c'était pas lui d'avoir ce truc qui ne correspondait pas non plus à l'image qui se faisait de sa main. Enfin, je sais pas vous, mais moi je me connais par mes mains. Moi c'est mes mains. Si je perds une main, j'aurais peut-être pas envie d'en avoir une autre qui me rappellera que je suis plus complet. Donc il préférait pas avoir deux bras et travailler avec un seul bras et pas mieux. Au sujet justement de la perte notamment des membres supérieurs, il y a une capacité du cerveau qui est absolument incroyable. Vous avez peut-être entendu parler des membres fantômes, de la sensation de membres fantômes, où effectivement, dans le cas d'une amputation, la personne, le cerveau de la personne va compenser pendant un temps l'absence du membre par une sensation très nette, complètement neurologique, que le membre manquant est toujours là. Donc c'est une véritable problématique de la conscience du corps et de la conscience de soi qui se met en place ici. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez les uns et les autres de ces prothèses qu'on va pouvoir brancher sur le système nerveux qui fonctionnent du coup, peut-être Claire Varlin, vous allez pouvoir réagir là-dessus, qui fonctionnent en liaison directe avec le cerveau et ça a été notamment expérimenté sur la main et l'avant-bras, peut reconstituer les mouvements qu'on a perdus. Alors, je pense que par rapport au choix de la prothèse, effectivement, comme vous l'avez tous souligné, c'est un choix personnel. Après, moi, je parle du côté scientifique, c'est effectivement une des premières prothèses où on va avoir ce qu'on appelle une interface cerveau-machine, où on va donc implanter des électrodes directement dans le cerveau et utiliser le code neuronal pour contrôler une prothèse. Alors, c'est quelque chose qui s'apprend. Il faut savoir que, quelles que soient les prothèses d'ailleurs, c'est souvent pas automatique. Il faut apprendre à réinterpréter, à trouver comment l'utiliser avec son cerveau. Mais ce qui est clair, les essais humains ont déjà vraiment commencé. Dans ce cas-là, c'est une récupération d'une autonomie minimale en fait. C'est ça la vraie plus de cette prothèse, c'est réussir à pouvoir faire des gestes dans le quotidien tout seul. Je crois que l'autonomie, c'est effectivement le mot-clé de tout ça, c'est-à-dire retrouver une dignité de faire des choses qu'on veut faire seul et de ne pas compter tout le temps sur les autres. En fait, c'est même pas une question de dignité, en fait, c'est juste une question d'autonomie pure. C'est-à-dire que si par exemple on me manque une main pour faire quelque chose et que j'ai besoin d'avoir une prothèse qui soit articulée pour pouvoir faire quelque chose qui m'est utile dans mon quotidien, oui, avec plaisir, je m'équiperai. Si j'ai envie de marcher ou d'avoir un exosquelette pour me déplacer de manière un peu plus correcte, oui, je le fais. Je pense pas que ça soit une question de dignité et d'image, en fait. C'est une question plus ou moins personnelle, vraiment d'autonomie, de faculté et de dosage de l'autonomie. Chaque personne décide et peut décider de son degré d'autonomie et de ce qu'il veut faire réellement, en fait. Dans l'acceptation et aussi dans son ressenti par rapport à son propre handicap. Et chaque prothèse, j'en parlerai sur le WhatsApp par exemple tout à l'heure, chaque prothèse est destinée à accomplir quelque chose de spécifique dans le mouvement. Là, sur ce qu'on arrive avec les prothèses reliées cérébralement, c'est qu'on arrive à interpréter le message, donc on arrive à une autonomie supérieure. C'est là la petite différence entre les prothèses classiques et la famille des prothèses, dans le degré de faisabilité et de praticité en fait. Je dirais que dans la situation de handicap, il y a peut-être deux éléments à prendre en compte. D'une part, la façon dont la personne perçoit elle-même son propre handicap et la façon dont le handicap est perçu par les autres aussi. Vu qu'on est des êtres humains en interaction, la plupart du temps, à moins qu'un être humain reste totalement isolé pour toute sa vie, ce point-là c'est peut-être plus critique,
mais dans la majorité des cas, nous sommes des êtres d'interaction avec les autres. Et moi, j'aimerais simplement faire un petit passage par la SF, et je pense que Antoine et moi, on va être assez complémentaires vu qu'on a eu les mêmes sujets de discussion hier. Alors, je veux pas faire croire que je me planque derrière la SF pour interpréter la réalité. C'est pas du tout ça. C'est juste que la SF, pour moi, est un monde qui peut nous aider à une compréhension, à un divertissement, à une interprétation différente du réel. Mais l'imaginaire n'est pas l'inverse du réel. Ça, j'en suis persuadé. C'est une lecture du réel particulière. Et il se trouve que ça rejoint un petit peu ce que disait Olivier Fidalgo tout à l'heure. C'est-à-dire que quand il parlait du fait que parfois on ne laissait pas forcément le choix aux gens, il y a un film, un être qui le montre, c'est Robocop par exemple. Les Utopiales ont eu d'ailleurs la bonne idée de nous repasser le film, je crois qu'il repasse d'ailleurs demain, n'hésitez pas à y aller. Si vous ne l'avez jamais vu, sachez qu'il est extrêmement violent. Je sais que la violence s'est banalisée, mais je préviens tout de même que voilà, il pique un petit peu sur certaines scènes. Donc je rappelle l'histoire en 2 mots pour ceux qui ne connaîtraient vraiment pas. Il s'agit d'un policier qui va se faire, donc qui est à Détroit dans une réalité alternative et un futur proche d'une autre, gangréné par le crime et la violence absolue. Et en fait, ce policier va se faire froidement assassiner, quasiment chirurgicalement même par des malfrats. Et son corps et son cerveau vont être récupérés, complètement privatisés. Chose qui m'avait d'ailleurs choqué quand j'étais plus jeune, c'est qu'on va lui refuser toute humanité et on va le considérer comme un produit censé faire de lui le meilleur flic robot qui soit. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu et il va récupérer un semblant de libre arbitre quand on va le mettre dans son armure. Voilà. Sur la question du choix, un exemple d'hier me revient et je vous conseille vivement de le lire, c'est La vitesse de l'obscurité. La vitesse de l'obscurité, c'est un livre sur l'autisme, sur un autisme plus ou moins Asperger, qui se voit proposer le choix de l'opération, d'une opération, d'un traitement pour rentrer dans la norme. Je ne suis pas forcément d'accord avec la fin de ce livre, mais pour des raisons encore tout à fait personnelles, mais sur la question du choix de la norme et de la considération du handicap en tant que récit intérieur, c'est un très bon livre de SF que je recommande à tous les lecteurs qui se posent la question justement du choix et de la perception même du handicap, d'un point de vue intérieur. Je propose à mon fils qui est étant lui-même autiste se pose ce genre de questions en ce moment et je peux vous dire qu'actuellement là tout de suite si on lui disait il y a un traitement demain qui fait l'autiste, il signe tout de suite. Oui, donc c'est vraiment également au cas par cas parce que j'en connais d'autres qui voient absolument pas où est le problème d'être florissant et qui ne changera pas. Donc là on est toujours sur le cas de la machine. On va parler d'une autre type de machine. J'ai un pétrin à la maison, j'aime bien pétrir à la main aussi, on ne va pas me forcer d'utiliser le pétrin à la machine. Voilà, la prothèse, le traitement, etc., c'est une machine au service de l'homme, si on n'a pas envie d'utiliser, on l'utilise pas. Olivier Fidalgo. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas d'obligation à se faire poser des prothèses. Et pour les enfants, les prothèses auditives ou les greffes de main, je ne sais pas, à l'avenir, si on pouvait mettre des greffes dans la main pour que les personnes signent et que ça soit connecté au cerveau, on ne sait pas. Il pourrait y avoir des virages dans ces prothèses, des choses qui ne fonctionnent pas. À l'avenir, il y a des choses qui sont passées et à l'avenir, il pourrait encore avoir des problèmes. Mais il pourrait y avoir une meilleure solution. Alors il y a un endroit qui est situé près d'ici. En fait, quand les personnes ne peuvent pas entrer dans un bâtiment, par exemple, quelque chose qui est de domaine du patrimoine, vous ne pouvez pas changer, vous mettre un ascenseur par exemple, les personnes en fauteuil qui arrivent en bas, en fait, elles peuvent se positionner devant un écran et le robot, lui, il est à l'étage et c'est lui qui se déplace dans les couloirs avec quelqu'un qui explique ce qui est là exposé. Il y a une caméra pour que ça soit transmis sur l'écran. Et en fait, l'humain est en bas, finalement, il regarde ce qui est transmis par le robot qui, lui, est en haut, à la place de la personne qui ne peut pas y aller physiquement. Donc voilà, il y a des solutions qui sont déjà en place et ça ne touche pas le corps, ça ne transforme rien.
Mais il y a déjà des machines qui là pour le confort des utilisateurs. Alors pourquoi pas utiliser celle-là? Ça c'est un robot avatar finalement, qui fait la visite à sa place, au rythme qui est voulu par la personne, etc. Alors, vraiment génial. On parlait aussi du regard de l'autre et de la communication avec l'autre. Lorsqu'on a des handicaps, cette fois vraiment très lourds, je pense au lock-in syndrome, Claire Vardac, on en parlait tout à l'heure dans la rencontre, le seul rapport de cette personne enfermée dans un corps qui ne peut plus bouger, c'est l'œil finalement. Et là, du coup, la machine qui est là pour suivre le regard ou suivre les battements de paupières, ça devient absolument indispensable. C'est vrai qu'on a discuté tout à l'heure du suivi du regard. Alors, pour être plus précis sur le lock-in syndrome, en fait, il y a aussi du développement d'interface cerveau-machine, mais pas moteur finalement. C'est plutôt essayer d'interpréter par exemple un état attentionnel pour aller faire des choix sur un écran d'ordinateur ou des choses comme ça. Mais donc revenons sur le suivi du regard. Effectivement, ça c'est maintenant une technologie qui se répand de plus en plus, notamment par exemple dans l'autisme. C'est quelque chose qui a explosé ces dernières années. Le principe c'est, la machine sert à quoi? Elle sert à suivre la position des yeux et à reconstituer du coup le point sur lequel se fixe le regard. Et donc ça nous permet de suivre en temps réel l'exploration oculaire des sujets, mais par exemple aussi d'autres informations telles que la taille de sa pupille ou des choses comme ça qui peuvent donner des paramètres sensoriels intéressants. Alors comme interface, effectivement, on peut l'utiliser, que ce soit dans le lock-in syndrome ou par exemple comme se fait dans certains services de réanimation maintenant où les sujets sont intubés, ne peuvent pas parler, ont juste le regard pour communiquer. Et cette interface va permettre par exemple d'aller sélectionner des options, des choix à tout faire sur leurs ressentis, leurs besoins, des choses comme ça au quotidien. Et donc c'est une vraie révolution au niveau de la communication. Alors je voudrais aussi parler et faire un lien avec la science-fiction de l'encombrement des machines. Je regarde Olivier Gechter parce que dans son baron noir, on a une espèce de super-héros qui utilise un exosquelette et qui décuple sa force. Mais alors, il y a beaucoup de descriptions sur le bruit que ça fait, sur l'encombrement que ça peut avoir, sur l'énergie qui risque d'arriver, de s'épuiser et du coup le poids qui tombe dans cet exosquelette. C'est un problème la machine finalement. Et encore j'ai triché, parce que forcément pour réussir à rendre ça réaliste au 19e siècle, si on ne triche pas, ça marche pas bien. En fait j'ai commencé ma carrière d'ingénieur à faire des équilibreurs de charge qui permettent à des gens par exemple à installer des sièges d'une voiture en 2-3 gestes, etc. Et une de mes réalisations, c'était la machine qui permet de mettre un toit en verre sur une Peugeot. Et à la main, il faut 4 personnes, c'est pas précis, etc. Et là, avec une seule personne en faisant des mouvements, c'est énorme cette machine-là. J'ai passé 2 semaines à la monter, quoi. Évidemment, les équilibreurs de charge en les miniaturisant, on finissait par avoir un composant gros comme ça qui permettait de contrôler des vérins. Je me suis dit, alors je sais plus qui fabriquait ça, mais c'était assez génial. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo, on arriverait presque à faire un bout d'exosquelette. Bon, là-dessus, j'ai lu les Watchmen où le hibou invente un exosquelette et se casse les 2 jambes au premier mouvement. Je me suis dit, je vais pas essayer moi-même. Mais il y a pas mal de problématiques mécaniques très compliquées au niveau des pantographes qu'il faudrait, etc. C'est pour ça qu'on n'y arrive que maintenant, finalement. Mais ces deux composantes sont pas si encombrants que ça. Et j'ai pu voir d'ailleurs une start-up française où l'appareil est tellement peu encombrant qu'on arrive à courir avec, ça s'arrête à la ceinture, c'est vraiment impressionnant. Là, on est vraiment entré dans la phase science-fiction, j'invente plus rien.
C'est assez impressionnant. Alors par contre, pour la partie 19e siècle, évidemment, j'ai triché comme un malade. Essayez pas d'en fabriquer un dans votre garage, ça ne marche pas. J'ai un autre exemple plus récent que le 19e, ou le 19e inventé, c'est comme on veut, d'un homme qui devrait être aidé par la machine et qui se plante en permanence. C'est l'inspecteur Gadget. C'est l'inspecteur Gadget, donc ça date bon, encore une fois, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça date des années 80, donc ça n'a pas loin d'avoir 40 ans, mine de rien. Je sais, ça fait mal, mais le fait est que c'est un personnage qui a eu un accident, qui est en partie français d'ailleurs, je tiens à le préciser. C'est un personnage qui a eu un accident dont on ne sait pas trop la nature en réalité dans le dessin animé, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il a des gadgets de partout dans tout le corps. Il est policier et il va se frotter à une organisation mondiale qui est le mal absolu, donc qui est MAD. Voilà. Et le Dr Gang, qui est un méchant très classique de tout l'imaginaire du méchant, qu'on voit que la main qui reste comme ça. Et du coup, ce qui est génial dans cette série, c'est que l'inspecteur Gadget est peut-être l'inspecteur le plus paumé de l'histoire de la police. Et c'est surtout qu'il est en permanence gêné par ses propres gadgets. On a l'impression qu'il passe le contrôle technique à tous les épisodes, et à tous les épisodes, ces gadgets font n'importe quoi. Alors parfois ça lui sauve la vie, parce que par un concours de circonstances absolument incroyable, ça va lui sauver la vie parce que les skis vont se déclencher à la base du manteau, et du coup ça va l'éloigner du revolver qui menaçait de le tuer. Et surtout, il est en permanence assisté par sa nièce Sophie et son chien Philo. Donc il est quand même sauvé par son chien en permanence, qui vont à toutes les missions vérifier que l'oncle ou le maître ne se fasse pas tuer. Mais voilà, typiquement on a sans doute une belle parodie ou pseudo-parodie de tout ce qui va être l'homme qui va l'être au milliard, avec un arsenal de gadgets qui va se trouver complètement défectueux et qui, passant pour miniature, va pourtant être plus encombrant que tout ce qui soit. Alors, en fait, on aurait mieux fait de lui remplacer le cerveau plutôt que le corps. Mais je crois que dans un épisode, il devient accidentellement très intelligent, et du coup là, il va commencer à être un vrai problème pour les adversaires. Mais ce n'est que temporaire, aujourd'hui. Vous avez d'autres exemples d'héros, de super-héros? Bon, il y a Batman qui utilise énormément de technologie. Il est parfois encombré aussi, Batman, par cette technologie. Alors là, on va commencer à rentrer dans le très précis, mais c'est parce que j'ai triché, je me suis refait la série il y a une semaine. La série Batman TS, donc la série animée, The Animated Series de 92, il y a un épisode, donc à mon sens peut-être bien la meilleure série Batman, qui apportait beaucoup de choses et qui avait des immenses qualités. Et donc on a ce personnage environné de technologie comme d'habitude dans sa Batcave, dans son manoir, avec sa Batmobile évidemment. Et il y a un épisode très précis où l'un de ses adversaires, le Pingouin, va se débrouiller pour trouver où la Batmobile est réparée. À chaque mission de Batman, en fait il a un réparateur attitré dans le plus grand secret à qui il fournit des pièces et à qui il demande des améliorations. Et en fait la Batmobile va se retrouver complètement pliée, elle va avoir besoin d'être réparée, le Pingouin va trouver l'endroit, il va menacer l'ingénieur pour qu'il pirate la voiture et lui donne le contrôle complet. Et là, Batman va se retrouver, Batman et Robin d'ailleurs, il va être assisté de Robin dans cette mission-là, ils vont se retrouver bloqués, menacés par la Batmobile qui est l'arsenal de Batman sur la route. Et d'autres méchants tels que le Joker vont s'amuser, notamment dans certains comics, à parodier l'arsenal de Batman et à retourner l'arsenal de Batman contre lui. Donc oui, il y a des... En fait, la technologie de Batman est tellement précise, tellement chère à produire, tellement incroyable, qu'il y a des moments où même lui va se trouver dépassé ou va se trouver face à un adversaire temporairement plus dangereux qu'il ne peut l'être, enfin plus efficace qu'il ne peut l'être avec ses propres gadgets. Donc oui, ça peut arriver que ce soit dans les comics ou l'animation ou les films, qu'il se trouve temporairement bloqué par sa propre technologie. Antoine? Dans le même registre, mais pas chez DC, mais on va passer du côté de chez Marvel, qui regorge de personnages handicapés
en tout genre, on en avait parlé hier, il y a le cas d'Iron Man, on a très peu parlé. Iron Man, on ne voit pas trop de rapport avec la prothèse, mais en même temps, Iron Man possède un cœur artificiel qui lui permet de vivre. Autour de ça, il se construit une armure qui devient un peu sa seconde maison, surtout dans les films qu'on lui a fait, qui sont pour moi un peu un désastre sur certains aspects, mais c'est ce qui montrera au public, c'est que la machine défaillit tout le temps. C'est qu'il y a toujours, narrativement, mais au-delà de ça, un pépin technique avec son armure, qui est un peu sa condition de vivre. Et il se passe que, bah oui, la machine bug tout le temps, beaucoup plus que chez Batman d'ailleurs. Et c'est devenu un peu un gimmick sur des revues papier où vous voyez Ultron, le dernier film d'Ultron, en fait, Ultron, dans les comics papier, Ultron pirate un nombre incalculable de fois l'armure d'Iron Man, ce qui devient un peu un running gag permanent quand on dit Iron Man s'est fait pirater et ça menace la Terre entière. Il ne contrôle plus du tout son armure, qui est un peu l'extension de lui-même, qui est sa prothèse sur laquelle il vit. Et je pense que c'est un des exemples les plus intéressants de machines qui déconne au quotidien. Il y a un exemple toujours dans les Marvel, c'est par contre dans la division Alpha, il y a un personnage qui a perdu ses deux jambes et qui compense en se fabriquant. Au départ, c'est une espèce de grosse armure. Et d'ailleurs, c'est à mon avis une des plus réalistes. C'est franchement une armure qui silhouette bien le corps et montre bien les pectoraux à faire, c'est pas trop possible. Par contre, là, c'est un énorme bestiau où il se insère entièrement dedans dans une petite cellule. Et si on lui arrache la tête elle est dessous, ça pose pas de problème. Alors j'ai oublié le nom du personnage. Et après, il arrive encore plus loin, il arrive à s'intégrer entièrement dans la machine. Et c'est là que s'il a une panne, elle se répercute sur son corps à l'intérieur, il ne peut plus sortir. Et là, il y avait une problématique assez intéressante qui, quand ils ont changé de scénariste, est parti un petit peu en cacahuète, je dirais. Mais on avait vraiment un aspect où, à vouloir trop compenser son handicap, il était devenu prisonnier de sa prothèse géante, qui posait vraiment des petits problèmes parce qu'elle montait dans une voiture, c'était plus grosse que la voiture. Là, on retrouve totalement le problème du rapport, enfin, la question plutôt du rapport au corps qu'on abordait précédemment dans la discussion. Et ça se retrouve notamment chez Iron Man, puisque Iron Man, à la base, c'est l'histoire d'un homme qui va se retrouver donc, au tout début, dans les années 60, c'est durant la guerre du Vietnam, il va se retrouver blessé par un éclat d'obus, et il va devoir absolument réparer son cœur et travailler très vite. Et donc il va se créer cette armure qui, à la base, tient de la prothèse, on va dire presque de la prothèse cardiaque ultra améliorée. Et c'est après qu'il va découvrir que finalement avoir des rétropropulseurs et des missiles de partout, ça peut être très pratique pour répandre la paix et la justice un peu partout. Enfin, il est très paradoxal là-dessus, Iron Man, quand même. Mais du coup, on a un maître de chair et d'eau qui va être frappé par une faiblesse cardiaque et qui va prendre le surnom de l'invincible Iron Man, puisque son armure est normalement à l'épreuve d'à peu près tout ce qui existe. Et du coup, voilà, on a vraiment un rapport au corps. Là, c'est plus que de la compensation, c'est vraiment le refus de la vulnérabilité au complet.